Merci Eva. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ceux qui avaient déjà participé à la première conférence vendredi dernier. Donc, télémédecine vétérinaire, depuis le 6 mai au matin, les vétérinaires ont la possibilité de réaliser des actes de télémédecine vétérinaire. Alors, la semaine dernière, on les a passés en revue, on a regardé de très près, on a fait une explication de texte du décret, et cette semaine, on va aborder les aspects un petit peu plus pratiques. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai fait, mais je voudrais simplement vous dire que très récemment, le 11 mai, l'équipe VetInTech a sorti un livre blanc qui est aujourd'hui gratuit et accessible sur le site VetInTech. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, bien sûr, en fin de réunion, mais surtout, plongez-vous dans ce livre blanc. Il y a pas loin d'une centaine de pages sur la télémédecine. Donc, commençons tout de suite. Quelques petits rappels sur le décret du 5 mai. Alors, ce décret s'inscrit dans un contexte qui est le suivant. Il faut se souvenir que le Code rural impose un examen clinique à proximité de l'animal, donc en présence de l'animal, pour poser un diagnostic. Donc, la télémédecine n'est possible que après une réforme du Code rural. Et cette expérimentation de la télémédecine va permettre, en fait, de mettre au point les textes définitifs qui vont réviser le Code rural et permettre donc la médecine à distance pour les vétérinaires. Alors, le contexte technologique, vous le savez, hein, la couverture en 4G, en Wi-Fi s'améliore. Aujourd'hui, on a à peu près 10% du territoire qui n'est pas ou pas bien couvert, mais ça devrait s'améliorer et les opérateurs promettent que la situation sera parfaite en 2022. Aujourd'hui, les smartphones sont très utilisés. La jeune génération, donc la génération moins de 40 ans, aujourd'hui, à 95% de cette génération a un smartphone. Pour les plus jeunes, c'est carrément 99%. La télémédecine vétérinaire, dans un certain nombre de pays, en particulier dans les pays anglo-saxons, est autorisée et très encadrée depuis 2016-2017. Elle a été mise en avant et très promue par un certain nombre de pays au moment de la crise que nous venons de subir, hein. Certains pays demandant à ce que les animaux soient d'abord vus à distance par télémédecine avant d'être admis en clinique ou avant que le vétérinaire se déplace. En France, dès 2017, l'Académie vétérinaire s'est penchée sur la question et a émis un avis qui est un avis favorable. Au cours de la crise que nous venons de subir, tous les systèmes, toutes les solutions qui permettent le contact à distance ont été extrêmement utilisées, que ça soit pour du télétravail, de la téléconférence, du téléenseignement ou même du téléapéritif. On n'a jamais autant utilisé Zoom, Teams, Skype, et en particulier pour tout ce qui est soins de santé, puisque la téléconsultation humaine a carrément explosé. Elle est passée de début mars à 10 000 consultations par semaine, à mi-avril, plus d'1 million de consultations par semaine. Aujourd'hui, on est parvenu au niveau de départ, mais on est à mi-chemin puisqu'il y a 650 000 téléconsultations par semaine. Donc aujourd'hui, il y a une très forte demande d'outils qui permettent de réaliser soit des réunions, soit des contacts par le net, hein, à distance. Alors, rappelons le contenu du décret, hein. Ce décret permet, pendant une période de 18 mois, une expérimentation, permet de réaliser 5 actes qui sont les suivants. Alors, des actes qui peuvent être réalisés entre vétérinaires, comme la téléexpertise ou la téléassistance, et des actes qui peuvent être réalisés avec le propriétaire, donc entre un vétérinaire et un propriétaire d'animal ou un éleveur, un client. Donc là, il s'agit de la télérégulation, hein, qui permet d'orienter les propriétaires en situation d'urgence,
de la téléconsultation dont on va parler aujourd'hui, hein, qui est donc une consultation en temps réel et à distance, et de la télésurveillance dont on dira deux mots à la fin, qui est donc l'interprétation de données qui sont transmises par le propriétaire. Alors, aujourd'hui, en France, la téléconsultation est très peu pratiquée. Elle a été un peu pratiquée pendant la crise du Covid et les études de marché montrent qu'il y a eu entre 10 et 13-14% des vétérinaires qui ont utilisé les moyens Internet, essentiellement le téléphone et quelques plateformes, pour se connecter avec leurs propriétaires pendant les dernières semaines. Alors, dans des pays un petit peu plus matures au niveau de la téléconsultation, on voit que, et tous les chiffres concordent, il y a à peu près 30 à 40% des vétérinaires qui proposent des téléconsultations à leurs clients. Et vous voyez sur ce petit graphe qui est issu d'une étude récente qu'en gros, c'est essentiellement pour la moitié d'entre eux, parfois. Hein, donc, ils se servent de ces téléconsultations pour garder le contact, je dirais, entre les consultations en présentiel, les consultations physiques. Alors, qu'en pensent les propriétaires? Là, il s'agit d'une étude aussi assez récente qui date de début janvier, donc avant la crise Covid. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de différences entre les générations. Les jeunes générations, donc là, on est aux États-Unis. Vous voyez que les jeunes générations, donc ce qu'on appelle les millennials, sont pour 70% extrêmement ou très fortement intéressés par toutes les solutions de connexion à distance avec leur vétérinaire. Donc c'est une tendance très lourde. Donc la technologie, le souhait des propriétaires de rester en contact avec leur vétérinaire à distance. Alors, reprenons quelques éléments importants de la téléconsultation, hein, telle qu'elle est définie telle qu'elle est définie dans le décret, telle qu'elle doit se pratiquer pendant ces 18 mois. Donc le décret précise que les échanges doivent se faire en temps réel, donc en direct, de manière synchrone, hein, comme une consultation, mais à distance. Et donc le décret et son interprétation par le Conseil de l'ordre poussent les vétérinaires à utiliser tous les moyens de vidéoconsultation, visioconsultation, vidéo ou visioconférence. Alors la téléconsultation se fait bien sûr en présence, en direct, en présence de l'animal, de l'éleveur ou du propriétaire. Elle est en général accompagnée bien sûr d'un diagnostic, d'une conduite à tenir et d'une prescription, mais ceci n'est pas obligatoire. Il peut tout à fait y avoir des téléconsultations de suivi d'une consultation physique ou des téléconsultations de médecine préventive. Donc le fait qu'il y ait un diagnostic ou une prescription n'est pas obligatoire. Alors je vous rappelle que la prescription au cours d'une téléconsultation est autorisée dans les mêmes conditions qu'une consultation, je dirais, physique normale. À l'exception des antibiotiques d'importance critique, hein, qui nécessitent un antibiogramme. Donc, on imagine que c'est pas trop faisable en téléconsultation à distance. Et donc, l'ordonnance et les médicaments peuvent être mis à disposition à la clinique ou envoyés dans un colis scellé. Donc, ordonnance et médicaments envoyés dans les 10 jours au propriétaire. Alors, je vous rappelle que téléconsultation est le terme officiel, mais on peut assez facilement utiliser le mot de vidéoconsultation ou visioconsultation. Un point très important qui est, je dirais, un des points majeurs de ce décret. La téléconsultation, comme la télésurveillance, on le verra tout à l'heure, est réservée aux clients déjà suivis, aux animaux qui sont déjà suivis, et elle repose sur l'existence d'un contrat de soins avec un vétérinaire traitant. Donc, les OPV, les organismes vétérinaires qui sont à l'origine des textes de ce décret, ont souhaité que le parcours de soins de l'animal, qu'il soit
en présentiel ou à distance reste entre les mains du vétérinaire traitant. Et pour ça, donc pour qu'une téléconsultation puisse se faire, il faut que l'animal ait été vu, examiné à la clinique en présentiel dans les 12 derniers mois. Donc ça, c'est valable pour un animal isolé. Quand on est dans le cadre des productions animales, dans le cadre des animaux d'élevage, ce délai est réduit à 6 mois. Il faut par ailleurs que après la téléconsultation, donc la consultation à distance, le vétérinaire puisse assurer la continuité et la permanence des soins, donc qu'il puisse, si c'est nécessaire, recevoir cet animal dans sa structure. Ça, c'est un point qu'il faut bien sûr avoir en tête. Autre point très important, c'est que c'est le vétérinaire qui est décisionnaire dans ces échanges. Donc le texte dit que la mise en place de la télémédecine relève de la seule responsabilité du vétérinaire, qui doit s'assurer que l'acte de télémédecine ne compromet pas le pronostic médical de l'animal. Donc le vétérinaire doit juger de l'intérêt pour l'animal, pour le propriétaire, de cet acte à distance, et s'il y a la moindre hésitation ou si il se pourrait que cet acte compromette l'avenir de l'animal, il est de sa responsabilité de la refuser. Donc si vous vous trouviez dans le cas où il y a une demande de téléconsultation de la part d'un propriétaire, il est clair que vous devez la valider. Le propriétaire, le client ne peut pas imposer une téléconsultation à son vétérinaire. Point important, quels sont les avantages de la téléconsultation vétérinaire? On en a un petit peu parlé la semaine dernière. D'abord, pour vous, c'est maintenant un cadre légal. Vous pouvez réaliser des actes qui sont des actes vétérinaires qui s'inscrivent dans le code de déontologie, qui sont reconnus légalement. Donc ça, c'est important. Il y a maintenant un cadre et la possibilité de réaliser ces actes. Surtout, et les choses ne sont pas négligeables, ces actes peuvent être rémunérés. Donc jusqu'à présent, vous étiez très souvent sollicité au téléphone, par mail, on vous demandait un conseil. Vous étiez quelque part très souvent obligé de les donner, mais bien sûr, tout ça n'était pas vraiment ne pouvait pas être rémunéré et ne rentrait pas dans un acte vétérinaire. Donc, au-delà de ça, c'est un formidable outil de fidélisation des clients. On l'a vu, ils le souhaitent. C'est aussi la possibilité pour les vétérinaires qui le souhaitent de faire du télétravail, parce que, je vous le disais la semaine dernière, on n'est pas obligé de consulter depuis la clinique. On peut tout à fait téléconsulter depuis chez soi ou depuis un autre lieu. C'est un moyen, bien sûr, de se démarquer. C'est une réponse aux attentes des clients. C'est aussi montrer que la profession vétérinaire est à la pointe de l'innovation et adopte tous les moyens actuels de communication. Et bien sûr, pour ceux d'entre vous qui travaillent, qui font de la rurale, des productions animales, c'est aussi un formidable gain de temps, puisque ça vous évite de vous déplacer. Pour vos clients, c'est aussi un moyen d'éviter de se déplacer, donc gain de temps, pas de déplacement. C'est aussi un moyen d'éviter du stress pour l'animal, en particulier, on pourra en parler pour les chats. C'est un moyen d'assurer un meilleur suivi avec une meilleure observance. C'est très adapté à certains animaux, et dans les études qu'on voit aux États-Unis, ils ont pu montrer que grâce à la téléconsultation, les animaux très âgés sont maintenant beaucoup mieux suivis, parce que les propriétaires n'hésitent plus
à les faire consulter. Auparavant, ils avaient du mal à les déplacer, ils ne voulaient pas leur imposer un déplacement chez le vétérinaire. C'est conforme au mode de vie actuel et c'est surtout une relation beaucoup plus personnelle parce que avec la téléconsultation, vous rentrez quand même dans, je dirais, le domicile des personnes, vous allez chez elles. Hein, donc ça fait rentrer dans une relation qui est assez personnelle avec ses clients. Alors, comment se préparer à cette téléconsultation? Je crois que la première chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il s'agit d'un projet qui est porté par toute l'équipe, toute la clinique. Ça ne peut pas être un projet individuel. Il faut qu'il y ait un consensus sur le fait de proposer de la téléconsultation. Il faut bien sûr que toute l'équipe vétérinaire y participe ou la propose, même si toute l'équipe ne devient pas téléconsultante. Et il faut bien sûr que toutes les ASV soient, je dirais, formées à toutes ces nouvelles pratiques. Donc, un consensus à la fois sur l'intérêt pour l'équipe, pour la clinique, et un consensus aussi sur le modèle économique dont on parlera plus tard. Alors, il faut que ces téléconsultants donc de la structure se déclarent à leur conseil régional de l'ordre et il faut nommer par DPE, donc par clinique vétérinaire, un référent qui sera le contact du conseil de l'ordre. En échange de cette déclaration, le conseil de l'ordre délivrera à tous les vétérinaires qui se seront déclarés une attestation qui va leur permettre d'être assurés en responsabilité civile. Donc, cette attestation doit être transmise à votre assureur. Troisième point, il faut se mettre tous ensemble autour d'une table pour trouver la solution technologique qui est la plus adaptée à la problématique, à la fréquence, à la quantité, à la qualité des échanges que vous voulez avoir à distance avec vos clients. Donc, pour ça, il va falloir appeler ou rencontrer ou faire des démonstrations, participer à des démonstrations des fournisseurs de solutions technologiques de téléconsultation. Il va falloir en interne définir les tarifs et les procédures. On parlera des procédures et des documents à envoyer aux propriétaires pour qu'ils se préparent, mais il va falloir aussi officiellement modifier les tarifs de la clinique et les conditions générales de fonctionnement de votre structure. Et puis, dernier point, mais c'est important, il va falloir dédier des créneaux de rendez-vous, en particulier si vous êtes équipé d'une solution de rendez-vous en ligne, dédier des créneaux de rendez-vous dédiés à ces téléconsultations. Il va falloir vous organiser en interne pour justement être là et téléconsulter pendant ces créneaux et puis surtout communiquer auprès de vos clients à la fois oralement pendant les consultations mais aussi sur tous vos documents à l'accueil mais aussi sur toute votre communication digitale, votre site, votre page Facebook. Donc toute la communication est aussi à revoir. Alors, comment s'y préparer? Déjà, parlons du matériel. Il faut aménager un poste de téléconsultation. Alors, un poste de téléconsultation, c'est obligatoirement un poste qui se trouve éventuellement dans votre clinique ou ailleurs, mais il faut que ça soit au calme, dans une pièce isolée, sans passage, et faites attention à l'arrière-plan. Il vaut mieux qu'il y ait un mur tout blanc, qu'il n'y ait pas du passage en permanence, qu'il n'y ait pas non plus, si on veut être respectueux de toutes les consignes, qu'il n'y ait pas de médicaments ou même d'animaux traités en arrière-plan. Au niveau de l'ordinateur, il vous faut bien sûr un ordinateur. Je recommande en particulier dans les cliniques où il y a quand même pas mal de passages, de prévoir un casque. À la fois, l'écoute est plus facile, on est plus concentré sur ce qu'on fait, les clients vous entendront mieux et vous les entendrez mieux. Donc, en général, je dirais la caméra
de l'ordinateur est suffisante, mais vous pouvez aussi rajouter une webcam. Ce qui est par contre majeur, c'est vraiment la connexion. On vous recommande une connexion filaire qui est peut-être plus stable, avec un meilleur débit que la connexion Wi-Fi que vous pouvez avoir dans la clinique. Donc, tout simplement, câble Ethernet, de telle façon à avoir un bon débit et un débit stable. Bon, c'est assez facile de tester sa connexion Internet avec tout ce qu'on appelle les speed tests. Donc, voilà pour le matériel. Alors, bien sûr, il va falloir débuter la téléconsultation par les bons cas. Hein, ce sont les cas sur lesquels on va se faire la main, hein, se rôder. Le plus simple, c'est de prendre des cas, je dirais, courts et simples, et puis se rôder aussi au déroulé de cette téléconsultation, s'exercer à se présenter, à expliquer aux clients comment cette téléconsultation va se dérouler, à leur laisser la parole, à leur montrer un certain nombre de gestes. Donc tout ça s'apprend, hein, c'est une autre façon de consulter. Il est bon de prévoir aussi, avant de commencer, d'avoir quelques schémas à montrer éventuellement aux propriétaires, ou d'avoir des photos à leur montrer, ou éventuellement d'avoir tout simplement un petit animal, une peluche qui va pouvoir leur montrer, par exemple, la région qu'on souhaite qu'ils nous montrent sur leur animal. Alors, le plus simple quand on débute, c'est de commencer avec des propriétaires qui sont, je dirais, qui sont demandeurs, hein, qui sont à l'aise avec toutes les nouvelles technologies, avec l'usage de la vidéo sur leur smartphone. Donc des propriétaires avec lesquels vous entendez bien, qui sont sympas, qui sont fidèles, et surtout qui ont un animal docile, hein, un animal qui va laisser, qui va se laisser faire et qui va se laisser examiner. Et qui ne va pas descendre de la table au moment où on va vouloir l'examiner. Il faut choisir un créneau horaire calme. Au départ, n'enchaînez pas les téléconsultations. Il faut prévoir un petit peu de temps avant pour regarder le dossier de l'animal, bien sûr. Et puis après, il y a un peu d'administratif à faire. Donc, laissez-vous un petit peu de temps, 5 à 10 minutes entre deux rendez-vous de téléconsultation. Alors le plus important pour débuter une téléconsultation, c'est choisir ce qu'on appelle les bons cas. Alors, quels sont les cas favorables à la téléconsultation? Bien sûr, tout ce qui est suivi, je dirais suivi à 48 ou 72 heures d'une consultation. On veut revoir l'animal. Et ça, c'est un cas qui est très fréquent, et la téléconsultation va beaucoup vous aider, que ce soit du suivi de téléconsultation ou du suivi de chirurgie, en particulier tout ce qui est chirurgie de convenance. Le suivi des pathologies chroniques, on peut tout à fait envisager une alternance de consultation physique, de consultation à la clinique, et de téléconsultation dans le cas, par exemple, d'un suivi diabète ou d'un suivi obésité, de consultation de nutrition. Autre cas assez favorable en téléconsultation, tout ce qui est dermatologie. Et tout ce qui est aussi comportement, parce que là, on a l'avantage de voir l'animal dans son environnement, animal qui est beaucoup moins stressé qu'en clinique. Et puis, on en a parlé, les animaux très âgés qui sont très difficiles à transporter, ou qui sont très stressés par la consultation en clinique. Alors, la téléconsultation n'est pas une solution dans les situations suivantes, hein, bien sûr, on en a parlé, hein, les nouveaux clients, ça n'est pas possible. Pour les urgences, il vaut mieux faire appel à ce qu'on appelle la télérégulation, hein, c'est tout simplement de l'orientation. Le client vous appelle et vous fait part de la situation de son animal, vous lui donnez un conseil, et ça, c'est en général non rémunéré. Donc,
On ne parle pas des urgences. Tout ce qui est symptomatologie diffuse, vous savez pas trop, c'est confus, etc. En général, ça se termine souvent par un examen physique. La téléconsultation a de fortes chances de se terminer par une consultation sur place. Donc, faut peut-être pas trop se lancer là-dedans. Toutes les situations, bien sûr, qui risquent de demander soit une radio, tout ce qui est traumatologie, soit une échographie, soit un examen de laboratoire, un prélèvement, une injection. Bien sûr, on peut pas faire ça à distance. Bien sûr, toutes les situations où il va falloir assurer le suivi de l'animal, si on ne peut pas le faire, il faut éviter la téléconsultation. Il faut aussi penser aux conditions techniques chez le propriétaire, hein, si elles sont pas satisfaisantes, s'ils n'ont pas un bon débit, s'ils savent pas se servir d'un smartphone, ou si ils sont mal à l'aise avec ce genre de technologie, il ne faut pas le proposer. Alors, parlons tout de suite des consignes à envoyer au propriétaire. Donc là, on est dans le cas d'une proposition. Vous avez proposé au propriétaire de revoir son animal en téléconsultation, et il va falloir lui envoyer, donc envoyer au propriétaire, à votre client, des consignes, une checklist pour que tout soit bien réalisé. Donc, il faut bien sûr que le client prenne connaissance des conditions, hein, de cette téléconsultation, du déroulé, du tarif, qu'il ait donné son accord sur le tarif. Vous verrez que certaines solutions de téléconsultation vétérinaire permettent d'avoir un accord, donc une empreinte de carte bleue avant le début de la téléconsultation. Et il faut que votre client accepte que vous preniez des photos, puisque vous allez prendre des photos ou enregistrer, faire des vidéos de son intérieur, de sa maison, et éventuellement même des personnes qui s'y trouvent. Donc ça, il faut un accord. Il faut que le propriétaire vous donne ses coordonnées SMS ou mail pour confirmation du rendez-vous. Il faut que le propriétaire dispose d'un smartphone ou d'une tablette, et surtout qu'il pense à charger ce smartphone ou cette tablette avant la téléconsultation, parce que la vidéo décharge très vite les batteries. Il faut que le propriétaire vérifie sa bande passante, hein. Il faut qu'il vérifie qu'il a un bon accès, soit par la 4G, soit par le Wi-Fi. Il faut que le propriétaire ait rassemblé tous les documents utiles pour l'animal, hein, donc tout le dossier, les ordonnances, les résultats d'analyse, etc. Il faut que le propriétaire soit aidé. Il vaut mieux qu'il y ait deux personnes, je dirais, en face de vous, qui s'occupent de l'animal, un qui va tenir l'animal et l'autre qui va tenir le smartphone. C'est plus simple. Quand il y a une seule personne qui fait les deux, souvent ça se termine mal. Il faut bien sûr que l'endroit soit silencieux, qu'il soit très bien éclairé, et si possible que l'animal soit mis en hauteur sur une table. Il faut que le propriétaire ait préparé la consultation. Si c'est nécessaire, il faut qu'il ait pris la température de l'animal, qu'il ait fait la checklist de tous les symptômes. Est-ce que il a bien mangé, etc. Enfin bon, tout ce que vous avez l'habitude de demander, faites-le à l'avance. Ça vous fera gagner du temps pendant votre téléconsultation. Et puis bien sûr, il faut que le propriétaire soit prêt 5 minutes à l'avance. 5 minutes avant l'heure du rendez-vous. Ça lui permettra d'être dans ce qu'on appelle la salle d'attente virtuelle, et ça vous permettra de ne pas l'attendre au moment du rendez-vous. Et bien sûr, prévoyez un numéro de téléphone qui sera un numéro de backup au cas où la vidéo, pour une raison X ou Y, tomberait en panne. Alors, parlons maintenant des solutions technologiques. Alors, pour réaliser une téléconsultation, il faut bien sûr une solution technologique de vidéo, hein, une solution de visioconférence, et puis il faut à côté de ça une solution de paiement. Alors cette solution de paiement doit être une solution de paiement sécurisée, hein, c'est la seule chose que demande le décret. Le décret n'impose aucune solution technologique.
Donc les solutions technologiques peuvent être des solutions technologiques de vidéoconférence grand public, Zoom, Skype, Teams, peuvent être utilisées pour faire de la visioconsultation si elles sont accompagnées d'une solution de paiement sécurisée. Dans les solutions de paiement sécurisées, la plus connue, c'est Stripe. Alors, ces solutions technologiques doivent aussi permettre d'archiver des informations. Donc, ça doit vous permettre de récupérer un certain nombre d'informations que vous allez pouvoir archiver dans le dossier de l'animal. Et ça, c'est une des obligations du décret de téléconsultation. La solution de paiement, on l'a dit, doit assurer la sécurité, bien sûr, des paiements et la sécurité des données personnelles de vos clients. Alors, avant de choisir une solution de téléconsultation, je pense qu'il est très important, et là je vous ai fait, je dirais, un petit tri de tous les points sur lesquels il faut être vigilant. Toutes les fonctionnalités, bien sûr, de la solution sont importantes, prise de photos, la vidéo, un pointeur, le niveau de batterie du smartphone du propriétaire, tout ça est important. Tout ce qui va vous aider aussi à réaliser votre consultation, toute l'aide à la réalisation des documents, de la prise de notes, tout ça va aussi vous aider à la téléconsultation. Ce qui est important aussi, c'est l'assistance technique que le fournisseur de cette solution va pouvoir vous donner, soit au moment où vous allez vous mettre à la téléconsultation, ils vont vous aider, vous guider dans vos premiers pas, mais il est très important aussi d'avoir un service après-vente avec une équipe qui est disponible, je dirais, au moins 5 ou 6 jours sur 7 et au moins 12 heures dans la journée. Ce qui est par contre majeur et capital, et vous le verrez à l'usage, ce sont toutes les interfaces que vous pourrez avoir entre la solution de téléconsultation et votre logiciel métier et votre logiciel de prise de rendez-vous en ligne, parce que vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui aujourd'hui, lorsque ces interfaces et cette interopérabilité n'existent pas, doivent être faites manuellement. Ça, faut le dire, c'est fastidieux et c'est une vraie perte de temps. Donc, faites très attention aux interfaces entre la solution que vous allez choisir et votre logiciel métier. Alors, je vais pas faire le tour de toutes les solutions qui existent. Dans le livre blanc, on a fait la liste de ce qui est aujourd'hui proposé avec toutes les tout ce qui est aujourd'hui disponible. Un point important, à combien revient une solution de téléconsultation vétérinaire? Combien ça va vous coûter? Alors, il y a plusieurs possibilités. On a parlé des solutions grand public, donc ça, elles ne sont pas adaptées à la consultation vétérinaire, mais ce sont des solutions vidéo qui sont, elles, gratuites. Les solutions de consultation vétérinaire qui sont packagées et qui sont réalisées pour la consultation vétérinaire reposent sur deux types de coûts, de financement, soit des forfaits mensuels ou annuels pour votre clinique, soit des paiements à l'acte, un prélèvement, un pourcentage ou une somme fixe qui est prélevée sur chacune des téléconsultations. Et au-delà de ça, il y a donc le coût de la solution de paiement sécurisée. Stripe, par exemple, c'est 1,4% du prix de la téléconsultation plus un forfait de 25 centimes d'euros. Alors, ça, c'est important, et en fonction de la quantité de téléconsultation et du chiffre d'affaires que vous voulez faire, vous vous dirigerez vers l'une ou l'autre de ces solutions. Mais je pense que tant qu'on parle de coûts, ce qui est aussi extrêmement important, c'est que ces solutions de téléconsultation vétérinaire vont donc encaisser les honoraires de téléconsultation, et il est important de parler avec elles de la façon dont ils vont les reverser, à quel rythme et sous quelle forme vont-ils vous reverser les honoraires que vous allez toucher pour ces téléconsultations.
Alors, sachez que, je vais passer assez vite, mais aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir des offres particulièrement intéressantes. Ces fournisseurs de solutions de téléconsultation vétérinaire font des offres de lancement spéciales Covid, et certains de vos partenaires, que ce soit des labos ou des pet food, vous offrent aussi 1, 2 ou 3 mois de téléconsultation gratuite. Profitez-en pour les tester et pour vous mettre à la téléconsultation. Alors, quel tarif allez-vous demander à vos clients maintenant que vous êtes équipés, que vous êtes lancés? La recommandation qui est quasi unanime dans la profession est de proposer un tarif qui est identique au tarif de présentiel, donc de la consultation classique. Je vous rappelle que c'est quand même assez avantageux pour le propriétaire puisqu'il ne va pas se déplacer, qu'il va gagner du temps, qu'il va éviter à la fois du stress pour lui-même et pour son animal. Puis je vous rappelle que en humaine, la téléconsultation est facturée et remboursée par la sécurité sociale exactement au même prix que la consultation classique. Alors, bien sûr, vous pouvez en faire cadeau, ou vous pouvez le forfaitiser dans un forfait chirurgie où vous pouvez inclure la consultation de suivi ou la téléconsultation de suivi. Et vous pouvez, bien sûr, et certaines solutions vont vous le permettre, vous pouvez faire un petit discount, une petite réduction ou ne faire payer que la moitié du tarif pour faire un geste commercial vis-à-vis de votre client. Alors bien sûr, le client est au courant auparavant, il connaît le tarif et il a la possibilité, s'il le préfère, de venir à la clinique si c'est la solution qu'il préfère. Donc voilà pour le tarif. Maintenant que cette téléconsultation s'est bien déroulée, envisageons la fin de la téléconsultation. Il va falloir, à la fin de la téléconsultation, envisager le suivi de l'animal. Est-ce qu'il sera nécessaire de le voir à la clinique pour suivre tout ça? Est-ce qu'on reprogramme une téléconsultation pour voir l'évolution de la pathologie? Est-ce qu'on le passe en télésurveillance? Et on en dira 2 mots dans quelques minutes. On adaptera le tarif si c'est nécessaire. On mettra à disposition du propriétaire une ordonnance et les médicaments qu'on peut mettre à disposition, qu'on peut envoyer. On remercie bien sûr le propriétaire et on lui demande soit en direct, soit en différé son feedback, sa satisfaction et éventuellement les problèmes qu'il aurait pu rencontrer. Et puis, je dirais, sur le plan plus administratif, il va falloir exporter toutes les notes qu'on a prises et tous les documents, les photos, éventuellement quelques passages vidéo dans le dossier de l'animal, et puis exporter aussi toutes les informations comptables, puisque tant que les choses ne sont pas connectées avec votre logiciel métier, il faut que au niveau comptable, tout soit d'équerre. Donc voilà pour la fin de la téléconsultation. Quelques mots sur la télésurveillance. La télésurveillance, c'est une autre façon d'interagir avec vos clients. C'est un moyen de surveiller. Donc là, on n'est pas en synchrone, on n'est pas en direct, mais c'est un moyen d'obtenir des données, des informations et de les partager, ensuite de les analyser et de faire un feedback à vos clients. Donc, il s'agit de faire un suivi à distance, par exemple par chat ou par mail, avec envoi et échange de photos, de données, de température, d'analyse, de résultats d'analyse, que vos clients vont vous envoyer sur votre boîte mail ou sur le chat que vous allez ouvrir avec eux. Soit ce sont des données qui vous sont envoyées par les propriétaires, soit ce sont des données qui peuvent être envoyées directement par des objets connectés. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit assez fréquemment maintenant sur les animaux d'élevage. Alors, comme la téléconsultation s'est réservée aux animaux suivis dans la structure,
C'est un très bon moyen aussi de suivre ou de précéder une consultation ou une téléconsultation. Donc, c'est un moyen de rester en contact et de donner des nouvelles, pour le propriétaire de donner des nouvelles de son animal et vous de faire, je dirais, en différé un feedback au client. Donc, c'est quelque chose qui officiellement s'appelle télésurveillance, mais ça s'appelle dans le langage courant, c'est du télésuivi ou du télémonitoring. Un point très important, parce qu'il faut garder en tête qu'il s'agit donc d'une expérimentation et que cette expérimentation demande aux vétérinaires qui souhaitent y participer, donc qui souhaitent réaliser des actes de télémédecine, demande une communication d'informations au Conseil de l'Ordre. Donc, les vétérinaires qui s'engagent dans cette expérimentation s'engagent bien sûr à respecter le cadre de l'expérimentation et s'engagent aussi à remonter des informations sur leurs pratiques. Et ces informations doivent être remontées au sein de chaque structure, de chaque DPE, par le référent télémédecine qui va devoir remplir un tableau Excel qu'il va recevoir de la part de son conseil régional de l'ordre. Et vous voyez dans le cadre de droite qu'il y a un certain nombre d'informations qui seront demandées par le conseil de l'ordre au référent. Alors vous voyez que c'est quand même relativement administratif, ça peut prendre du temps et je crois qu'il faut en tenir compte. Si vous pensez faire un certain nombre de téléconsultations, il serait peut-être utile pour, je dirais, simplifier la vie de votre référent télémédecine, de prévoir un petit tableau Excel en interne dans lequel vous mettrez toutes les données qui sont demandées par le Conseil de l'Ordre, la date, la nature de l'acte, l'espèce traitée, le code postal du client, la date de la dernière consultation, le motif de téléconsultation, les conclusions, la prescription, le paiement, la qualité de la connexion. Donc prévoyez ça en interne pour que le référent puisse envoyer ça assez rapidement sans être obligé de fouiller dans tous les dossiers. Voilà donc pour la téléconsultation en pratique. J'espère que vous y mettrez tous assez rapidement. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est Jean-Luc Chambrin qui parlera de l'usage de la télémédecine pour les animaux d'élevage. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, cette téléconsultation à la télémédecine, c'est quand même une vraie opportunité pour la profession vétérinaire de montrer à ses clients que elle sait saisir toutes les opportunités, qu'elle est à la pointe de la technologie. Parce que n'oubliez pas que vos clients se sont déjà mis au digital, ils téléconsultent avec leur médecin, ils font des télé-apéritifs, ils télétravaillent et ils aimeraient beaucoup téléconsulter avec leur vétérinaire. Donc j'espère que vous serez les vétérinaires qui téléconsulteraient avec vos clients. Je vous remercie pour votre attention. Comment déterminer le tarif d'une consultation en téléconsultation et comment justifier le tarif auprès des propriétaires d'animaux? Donc, en fait, bon, j'en ai parlé très clairement. Le propriétaire va avoir le choix entre une téléconsultation et une consultation classique. Hein. Donc, il a toujours le choix de venir à la clinique. Il va faire le choix de la téléconsultation et ce choix de la téléconsultation, il va le faire pour différentes raisons. Alors, il faut aussi garder en tête qu'on est certes à la fin de notre crise Covid, en espérant qu'il n'y aura pas de deuxième vague, mais aujourd'hui, il y a un point qui est quand même très important, c'est que la téléconsultation permet la distanciation et permet de minimiser les contacts. Hein. Donc ça, c'est quand même un point très important. Donc ça va être un choix des propriétaires de ne pas se déplacer, de gagner du temps et surtout de ne pas s'exposer dans le cas actuel Covid-19. Donc, comment déterminer le tarif d'une consultation? Je pense qu'il faut dès le départ l'annoncer. Hein. Le client choisira ou pas la téléconsultation. Il faut mettre en avant tous les avantages pour eux. Hein. Gain de temps, une organisation beaucoup plus facile pour eux puisqu'ils font ça de leur domicile,
Et au-delà de ça, on évite le déplacement de l'animal qui peut être aussi non seulement stressé, mais difficile à la fois à maintenir, à contenir et à déplacer tout simplement. Donc je pense qu'il faut aussi fortement insister là-dessus. Et puis, vous pouvez aussi faire référence à ce qui se passe en humaine, puisque, comme je vous le disais, les tarifs en humaine sont identiques, que ce soit à distance ou au cabinet médical. Alors, la durée optimale de la consultation, elle dépend bien sûr du motif. Hein. Aujourd'hui, les consultations les plus longues, enfin les téléconsultations les plus longues sont les consultations de comportement, hein, qui peuvent durer plusieurs dizaines de minutes. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se pratique, en général, les échanges avec les propriétaires durent environ une petite dizaine de minutes. Hein. En une dizaine de minutes, on a fait le tour de la symptomatologie, on a échangé avec les propriétaires. Donc, aujourd'hui, on peut prévoir des rendez-vous de téléconsultation, en particulier sur le suivi de consultation, le suivi de chirurgie. On peut prévoir un rendez-vous tous les quarts d'heure, donc 4 rendez-vous par heure ou 3 rendez-vous par heure, un rendez-vous toutes les 20 minutes. Où trouve-t-on ce livre blanc dont vous avez parlé? Donc, il s'agit d'un livre blanc qui a été écrit par l'équipe VetInTech. Ça se trouve sur le site de VetInTech, www.vet-in-tech.com. Donc, c'est téléchargeable gratuitement, donc c'est assez facile à se procurer.